l'incertain. Et je te laisse la parole avant un temps d'échange comme celui qui vient de s'achever. Merci beaucoup, merci à tous, merci aux organisateurs de me permettre d'être là pour plusieurs raisons, notamment me permettre de me replonger dans des réflexions que j'avais eues il y a maintenant quelques années quand j'étais au début de mes réflexions de thèse, mais là n'est pas le sujet. Donc, on est sur la méthode antécédent et si j'ai bien compris, cette méthode demande de se questionner sur l'interférence de nos précompréhensions, donc de nos conceptions a priori. Et je remercie Alexandra qui, nous n'étions pas concertés, mais toutes ces définitions sont bienvenues par rapport à ma présentation à présent. Donc, je disais, sur l'interférence, on s'interroge au travers de cette méthode antécédent, on se questionne sur l'interférence de nos précompréhensions, donc nos conceptions a priori, dans les constructions de la connaissance juridique, pour voir s'ils peuvent se dégager des constantes susceptibles de mener à une réflexion renouvelée de la manière d'appréhender nos objets. Alors, nos objets, sous-entendu en droit, puisque je réfléchis au travers du filtre du droit. Donc, pour y contribuer, ou en tout cas essayer d'y contribuer, j'ai choisi de questionner les a priori du droit sur l'incertain. Alors, vous l'avez compris, ce choix est opportuniste, puisque l'intitulé de ma thèse comporte le mot incertitude, et ne ménageons pas le suspense, l'incertitude n'est pas une notion de droit. Pour circonscrire son sens, il faut sortir du droit et faire, comme le dirait justement Jean-Sylvestre Berger, un pas de côté et des va-et-vient avec d'autres domaines pour potentiellement théoriser l'influence de ce que j'appellerais des externalités du droit. Une sorte de défrichement, de mise en perspective du droit de l'incertain, sous réserve qu'il existe, pour réfléchir ensemble à la méthode donc, qui nous réunit aujourd'hui. Dans le prolongement du courant scientiste en France, notamment Dubuis et Oriou, considérèrent que les phénomènes sociaux déterminent le droit. Empruntant aux sciences physiques et naturelles par l'observation des faits, l'école sociologique constate des phénomènes et cherche à les rattacher à des antécédents qui leur servent de cause. L'incertain, l'état d'incertitude, n'en serait-il pas un, justement? La manière dont est pensé l'incertain en général peut-elle aider à comprendre le cheminement menant aux constructions de droit? L'incertain, ce qui en fait sa substance, y est-il clairement explicité ou purement et simplement ignoré, implicite, extrapolé, sous-dimensionné? En clair, l'état d'incertitude est-il un objet de droit, droit avec un S, un antécédent de droit, droit avec une majuscule, rien de tout cela ou un peu des deux à la fois? Alors, en dépit des critiques des théoriciens du droit sur lesquels ma compétence néophyte s'abstient de discourir, un peu comme Reinhardt voyait par exemple dans la promesse en droit civil l'essence structurante des notions, par exemple, de contrat, notamment de contrat ou de responsabilité, je me demande si on ne peut pas voir l'incertain comme participant de l'essence même de toute normativité juridique. Autrement dit, l'incertain ne constitue-t-il pas, ne participe-t-il pas j'ai été déconcentrée par… Donc, je disais, je me demande si donc l'incertain n'est-il pas de l'essence même de toute normativité juridique? Autrement dit, l'incertain ne constitue-t-il pas un a priori, donc dans le sens d'antécédent, participant à ce que Michel Villet, dans la continuité de l'école moderne du droit naturel, a vu comme un ensemble de propositions juridiques de valeur immuable qui, selon les besoins de chaque temps, seraient appropriés par les juristes pour aboutir au droit positif et ainsi, dit-il, compléter le noyau de vérité stable. Dès lors, on pourrait comprendre que l'a priori, incertain du droit lui-même, dans le sens d'une antériorité intrinsèque, soit un non-dit, puisqu'en droit, on poursuit systématiquement l'inverse, le certain, le sûr, expliquant de fait, pourquoi le droit est dit mal à l'aise avec l'incertitude. Mais l'antécédent incertain ne participe-t-il pas tout naturellement aux constructions du droit positif?
Néanmoins, mon sujet vise à se questionner sur les a priori du droit à l'égard de l'incertain en tant qu'objet soumis au droit, c'est-à-dire l'état des personnes, des choses ou des faits de nature incertaine dont le droit est censé se saisir conformément à sa fonction de régulateur social. À titre subsidiaire, donc, je tenterai de montrer que l'incertain est un non-dit contre lequel le droit se mobilise, celui d'éviter l'incertain inhérent à la vie, une option renforçant mon hypothèse de l'incertain antécédent au droit, car n'est-ce pas l'une de ses raisons d'être pour accomplir son œuvre de sécurité et de justice. Mais à titre principal, il s'agira de présenter par quel mécanisme les incertitudes révélées ou produites hors du droit sont appropriées et le constat des successives adaptations du droit qui a innové pour parer à l'incertain. Donc, dans une partie, nous constaterons qu'en dépit des billets pour intellectualiser l'incertain, des instruments juridiques existent, puis dans la seconde partie, on confrontera l'incertain avec la typologie des risques. Est-ce un risque particulier ou un pur objet en soi? Ce questionnement nous fera encore sortir du droit pour finir sur un constat, sur le constat que l'incertain renvoie aux aspects éthiques, de perception et également d'acceptation. Donc, commençons en premier lieu par identifier les a priori négatifs du droit sur l'incertain. Alors, pour comprendre ce que suppose l'incertain en droit, il faut constater d'une part les billets utilisés et d'autre part les apports de la théorisation qui est opérée par d'autres matières. Voyons d'abord les billets terminologiques et conceptuels. Donc, remarquons avant toute chose que si l'incertitude n'est pas un terme juridique, il n'en est pas de même du critère certain, du critère de certitude, ce quelque chose de certain qui ne peut être mis en doute et caractérise ce qui est déterminé. Je pense par exemple aux créances certaines, corps certain comme une date, ou encore au principe civiliste selon lequel le mari est présumé père de l'enfant à naître. Car sous l'office du certain, les présomptions traitent l'inconnu à partir du connu. Dans le langage courant, l'incertain, c'est ce qui est à tendance floue, indéterminé, douteux. D'ailleurs, depuis le XIIe siècle, le doute dans le langage courant, c'est être dans l'incertitude au sujet de quelque chose. En procédure pénale, du doute découle la présomption d'innocence, corrélée au principe selon lequel le juge doit prononcer relax ou acquittement dès qu'une incertitude persiste. Le droit civil, lui aussi, exonère dès qu'une imprévisibilité caractérise la force majeure ou le cas fortuit. Selon le lexique juridique d'Alloz, l'imprévisible, c'est le caractère de ce qui échappe à la prévision et n'a donc pas à être prévu du fait d'une anormalité, soudaineté ou d'une rareté. Bien que le terme ne soit pas utilisé, l'incertitude imprègne la notion. Par exemple, la théorie de l'imprévision permet au juge d'influer sur le contrat, pourtant considéré comme la chose des parties, sur qui, pendant longtemps, reposait entièrement la charge d'assumer l'imprévu et les aléas du destin. Selon le Code civil de 1804, ou tout du moins sa philosophie de l'époque, l'attribution naturelle du dommage revenait à la victime. Ainsi, il n'y avait pas à choisir, on ne cherchait pas à redresser les coups du hasard. Depuis, les choses ont bien évolué et on reconnaît même la perte de chance, alors que Benaban, dans sa thèse en 1973, a montré combien le droit est par nature éloigné de la chance, mais le droit régit la vie des gens et ils sont confrontés à ce phénomène. Alors, si on avait le temps de développer le contenu de ces différents exemples, on devrait pouvoir tomber d'accord sur le constat que le droit cherche à éviter l'incertain, un incertain qui serait sous-jacent. Mais on ne sait toujours pas où il commence, cet incertain, ni ce qu'il recouvre en droit. Pour y parvenir, ou en tout cas essayer d'y parvenir, il faut sortir du droit. Donc, après les billets du droit, questionnons-nous sur l'influence de la théorisation de l'incertitude par d'autres matières. Alors, selon les historiens, l'incertitude est un état soumis à une perception évolutive dans le temps, l'espace et au contact des crises comme la guerre ou les catastrophes naturelles. Pour eux, l'incertitude n'est ni le hasard, ni l'accident, ni l'événement,
pas plus qu'elle n'est le risque, la certitude, le risque imposant le choix entre des options connaissables, alors que face à l'incertitude, il s'agit d'inconnus multiples. Alors, entre parenthèses, je fais une petite remarque, si ce constat vaut en droit, l'incertain ne devrait alors pas être confondu avec le risque et laisserait augurer de la possibilité d'un droit de l'incertain. Je referme la parenthèse. En tout cas, bien qu'il n'existe pas encore d'histoire de l'incertitude, les historiens nomment le concept, évoquent le concept depuis un certain temps, les économistes et les sciences dures aussi. Alors, dès 1921, un économiste, Frank Knight, développe une théorie qui distingue le risque et l'incertitude selon à partir de deux types d'incertitude, celle mesurable et celle qui ne l'est pas, entre risque de perte et gain incertain. Pour éviter les confusions, il conseilla de réserver le mot risque à l'incertitude quantifiable, c'est-à-dire aux probabilités des assurances, de l'assurance. À la même période, Keynes ajouta que l'incertitude se caractérise par l'absence de fondement scientifique pour calculer les probabilités. En ressort que l'incertain, c'est ce que nous ne savons pas, et qu'il impose de trancher entre deux conceptions, prendre en compte ou ignorer l'élément incertain. Les juristes ont longtemps préféré ignorer, car comment finalement on peut comprendre comment prescrire, autoriser, limiter et donc réglementer quelque chose dont on n'est pas sûr et au pire, on ne sait rien. Alors, quand on a également la physique des particules et plus précisément la mécanique quantique qui, en 1927, dégage le principe d'incertitude dit d'Heisenberg. Alors, de quoi s'agit-il? Pour résoudre la crise sur la notion du déterminisme des phénomènes naturels, ce principe établit qu'en connaissant exactement l'état présent du monde physique, il serait possible d'en déduire tous ses états futurs. Aujourd'hui, on utilise plutôt la notion d'écart-type comme en droit nucléaire, qui, dans de nombreuses normes, à l'instar du droit de l'environnement, entre autres, contient des chiffres et des formules mathématiques. Donc, comme tout le monde le sait probablement, le droit est impacté par le donné scientifique, et donc scientifique au sens des sciences dures, et on vient de voir qu'il n'a pas conceptualisé l'incertain à la différence du certain, ce qui conduit en deuxième lieu à apprécier les constructions du droit positif pour affronter l'incertain. En effet, les juristes ne sont pas démunis. D'une part, la déconstruction du droit des risques montre un point de rupture, rendant d'autre part nécessaire la construction d'un droit où acceptabilité et éthique interfèrent. Mais d'abord, demandons-nous si l'incertain en droit, ce n'est pas finalement qu'une espèce de risque. Le mot apparaît dans le langage juridique technique de l'évaluation des risques, avec les probabilités, et la difficulté consiste à déterminer l'ampleur de l'incertitude qu'il faut ensuite intégrer dans l'évaluation du risque, défini succinctement en droit comme l'événement dommageable dont la survenance est incertaine. En réalité, la caractérisation du risque est bien plus complexe. La définition, la caractérisation, c'est quand même plus complexe, et j'en veux pour preuve la naissance dans les années 1980 des syndimiques, donc on appelle les sciences du danger, donc une nouvelle science consacrée à l'étude et à la prévention des risques. Donc à ce stade, on peut dire que l'incertain constitue un composant du risque. Comme la nature humaine n'aime pas le vide, le droit a pour fonction de le remplir, et plus notre société avance, plus elle cherche à maîtriser pour ne pas perdre le contrôle. Or, au fil des évolutions sociétales, l'incertain ne formaliserait-il pas une porte d'entrée, un antécédent au dispositif juridique périodiquement renouvelé? Au commencement des civilisations connues, pas de mot pour désigner l'incertain qui rationnellement n'existait pas. Puis, les pratiques magico-religieuses ont donné des certitudes permettant aux humains d'entreprendre en s'en remettant aux dieux.
À partir, la Renaissance et la Réforme ont préparé le terrain de la théorie du risque. À partir du XIVe siècle, la science et la logique supplantent le mystique. Peu à peu, hein, tout doucement, commence à supplanter le mystique avec de ponctuels revirements dans les perceptions du risque. Par exemple, l'incendie de Londres en 1666 ou encore le séisme de Lisbonne du 1er novembre 1755 ont interrogé les responsabilités humaines par rapport aux conséquences de leurs choix sociétaux. Alors, en effet, face à un séisme aussi meurtrier intervenu dans un pays catholique le jour de la Toussaint, cet événement, comme on dirait de nos jours, fait couler beaucoup d'encre. Alors, si Voltaire y a vu la main de Dieu, Rousseau, lui, il a interpellé sur l'urbanisme de la ville à cette époque-là. Donc, dixit Dieu et le hasard, en droit, finit par s'imposer d'abord l'idée de prévoyance pour se prémunir contre les conséquences du risque, à défaut d'avoir pu agir sur des causes difficilement identifiables, puis apparaît la prévention pour évaluer et traiter les risques connus avec certitude. Et un outil se démocratise, l'assurance, donc grâce à la science des statistiques et des probabilités, qui permettent de calculer le hasard et rationaliser l'élément aléatoire dans le danger encouru. Alors, l'a priori incertain semble bien participer à la construction du droit des risques. J'en veux pour preuve le paradigme renouvelé par l'idée d'incertitude, justement, qui s'est imposé dans la seconde moitié du XXe siècle avec le principe de précaution. Selon Eric Naim-Gesber, le principe de précaution contribue à réagir à un avenir lourd d'incertitudes contre lesquelles il faut se prémunir. Avec l'apparition de nouveaux risques, l'évolution sociale n'apparaît plus comme dictée par les seules lois de la raison, mais dominée par l'incertain et l'imprévisibilité dont la dynamique de développement semble échapper à tout contrôle. La boucle est bouclée, au risque certain, la prévention, au risque scientifiquement incertain, la précaution, qui concerne au premier chef les risques technologiques. Alors pour le philosophe Jean-Pierre Dupuy, la notion de précaution est désormais confondue avec le risque. Et on ne sait toujours pas où s'arrête le certain et où commence l'incertain. N'est-il vraiment qu'un type de risque, en l'occurrence un danger non avéré? Et si oui, quel est le critère qui fait basculer du certain, du non avéré à l'avéré et vice-versa? La question reste posée, et si le principe de précaution vient bien en renfort de la prévention, se dessine aussi l'impératif éthique par rapport à un futur hypothétique, ce qui nous conduit en dernier lieu à apprécier les modalités de la nécessaire acceptation de l'incertain. Pour certains philosophes, la nouveauté n'est pas le déficit de connaissances, mais le fait de ne plus être en mesure de penser, d'imaginer les conséquences de nos actions. En droit, en fonction de l'évolution des connaissances, le risque est juridiquement requalifié. Par exemple, jusqu'à peu, le risque climatique était considéré comme incertain. Exit les climato-sceptiques, il est désormais considéré certain. Il est dit certain désormais. Pourquoi? La requalification semble résulter du fait que la société a admis le lien et l'impact des actions humaines sur le climat. Simple constat, bien aidé par les rapports du GIEC, les moyens de lutte restent à l'étude. Ils sont toujours à l'étude, on n'a pas la solution. Et là, propre a priori, le mien, en propre, m'interroge la pertinence, puisque le principe de précaution met en place une prévention renforcée par une obligation, ou en tout cas, une obligation de recherche scientifique et technique. Je referme à nouveau la parenthèse. Autre exemple, le risque nucléaire est dit certain, avéré. Pourtant, des incertitudes scientifiques demeurent sur les faibles doses et depuis le début du nucléaire, on sait qu'on ne sait pas
gérer à long terme les déchets les plus radioactifs. Le droit des déchets nucléaires s'est construit en dépit des incertitudes techniques. La certitude vaut pour la certitude, pas l'incertitude, la certitude vaut pour les aléas de court et moyen terme, mais pas à long terme. Et la technique nucléaire doit encore perfectionner le procédé. Il n'y a pas qu'en nucléaire que la question de long terme interroge en matière juridique. Revenons au nucléaire, le risque des déchets à vie longue reste de nature incertaine pour nous comme pour les générations futures d'ailleurs, à qui incombera leur propre choix du traitement en fonction des avancées technologiques, mais également ils sont impactés par nos choix, nos choix personnels, nos choix actuels, les choix faits en matière de nucléaire. Donc, en droit, le temps long est une donnée incertaine qui limite, tandis que la science interfère notamment par le biais de l'expertise qui construit une représentation sociale du risque. Alors, pour Jacques Maury, techniquement, le risque est le symptôme des dérèglements d'une société dont le besoin de sécurité ne cesse de croître. On peut lire d'ailleurs dans la presse que nous sommes des citoyens inquiets. En tout cas, l'incertitude inhérente au risque imprévisible est devenue objet de discorde, sujet de débat et de recherche en tout genre. Sous couvert du savoir expert, l'incertitude participe à la modification de nos échelles de valeur et par là influe sur le degré d'acceptation de la société civile qui veut participer au choix de l'ordre public, décision de nos dirigeants et décideurs. En conclusion, régulièrement convoqué pour des objets incertains dont la matérialité lui est extérieure, le droit est par nature confronté au phénomène dont on vient de mesurer le lien inextinguible avec le risque. Pour un droit juste, il est théoriquement considéré que seul ce qui est sûr devrait pouvoir faire loi et ce qui n'est pas certain devrait laisser la place à des concertations publiques et des discussions juridiques. Concernant les a priori du droit à l'égard de l'incertain, ils trouvent probablement leur fondement dans la part non maîtrisable qui échappe au système juridique, à l'instar de la perte totale de contrôle mise en exergue par Jean-Sylvestre Berger dans son ouvrage « Les situations en mouvement et le droit ». Alors, il reste à déterminer comment l'incertain pourrait participer à la mise en existence d'une méthode d'approche englobante de la pensée juridique. Je vous vole encore vos termes. Je vous propose d'en discuter ensemble et merci de votre attention. Merci beaucoup, Sandra. Je souligne également que le travail que tu nous proposes